nous enregistrons maintenant. Je vais en profiter pour faire une brève présentation de notre invité, bien que je vais lui laisser évidemment le soin d'aller plus en profondeur si il juge que j'ai oublié un certain nombre de choses ou d'éléments importants pour sa présentation. Donnez-moi juste une seconde, je trouve mon texte et je vois que d'autres se joignent encore à nous, ce qui fait plaisir. Euh, alors, oui, désolé. Euh, donc, nous faisons une présentation intitulée aujourd'hui Manger au temps du coronavirus pour une agriculture plus autonome et plus économe. Patrick Mundler, qui nous fait la présentation, est professeur titulaire en développement rural au département d'économie et d'agroalimentaire et des sciences de la consommation de la faculté de sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Il a obtenu son doctorat en sciences économiques à l'Université Lyon 2. Il est membre régulier du Centre de recherche sur le développement territorial et du groupe de recherche Agriculture, Territoire et Développement. Alors voilà, sans plus attendre, Monsieur Mundler, la parole est à vous. Merci beaucoup, Simon. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là ce matin avec vous. Écoutez, effectivement, la présentation s'appelle « Manger au temps du coronavirus pour une agriculture plus autonome et plus économe ». En réalité, elle fait suite à ce qu'on appelle un rapport de projet que j'ai publié dans le cadre d'une demande qu'avait faite le ministère de l'Agriculture au CIRANO et qui s'intitule « Nourrir, produire, protéger les personnes et les ressources, les voies d'une transition agroécologique du système bioalimentaire québécois ». Et en fait, je vais présenter au fond le point de vue défendu dans ce rapport, tout en développant un petit peu plus les questions de transition. Je dirais, j'entrerai un peu plus dans les détails aussi sur un plan un peu plus théorique pour que chacun puisse cheminer avec moi. Donc, le plan de la présentation, une mise en contexte, la thèse présentée. Je pense qu'il y a une thèse défendue. Ensuite, je développerai un petit peu les questions autour de la satisfaction des besoins alimentaires locaux pour montrer qu'au fond, on a une agriculture au Québec qui n'est pas tant que ça tournée vers la satisfaction des besoins alimentaires locaux. Et quand je dis ça, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Par contre, la COVID donne l'occasion de réfléchir à nos systèmes alimentaires, puis c'est ce que j'aimerais qu'on fasse. Alors, certains d'entre vous se rappellent qu'on avait l'année dernière, à peu près il y a un an, des conférences de presse tous les jours de M. Legault et de M. Arruda. Et à un moment donné, quelqu'un demande vous interrompre, Patrick. Oui. On a un problème avec votre présentation. On ne voit que le milieu. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que ça coupe tout autour. Donc, par exemple, là, on voit conférence de presse de François Legault, il nous manque le F et on n'a pas la fin des phrases de l'autre côté. Écoutez, je vais arrêter, je vais essayer de la repartager. Je suis désolé. Je ne savais pas que… C'est la première fois que je suis confronté à ce problème dans Zoom. Alors, je vais de nouveau la… Là, on voit au complet, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ouais. Et là? Et là, ça fonctionne. Merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est bon? Cette fois-ci, c'est bon. Désolé. OK. Donc, je rappelais que donc la conférence de presse du 3 avril 2020, il avait été demandé à M. Legault, est-ce qu'on ne devrait pas être autonome pour les masques, les respirateurs artificiels? C'est-à-dire qu'en fait, la question lui était posée à propos des appareils médicaux qui, à ce moment-là, faisaient cruellement défaut. Et puis, il a répondu qu'il était effectivement sans doute nécessaire d'être autonome pour les biens essentiels. Et puis, il a rajouté d'être autonome dans le domaine de la consommation alimentaire, ce qui, au fond, ne lui avait pas été tellement demandé. Mais il l'a fait. Et de fait, ça a déclenché quelque chose parce que tout le monde est revenu sur cette question de l'autonomie alimentaire, qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça, la souveraineté, l'autonomie, l'autosuffisance, il y a eu plein de mots, on reviendra là-dessus. Mais voilà un peu le contexte.
Quand on regarde qu'est-ce qui a été la résilience de notre système alimentaire durant la Covid, mais je pense surtout aux premiers mois là, de 2020 et puis jusqu'à maintenant. Au fond, on n'a pas noté de pénurie vraiment au Québec importante. Il y a eu, là je montre une photo de rayons vides, mais tous on a entendu que ces rayons, ça concernait davantage le papier toilette que les rayons alimentaires en fin de compte. Donc pas vraiment de pénurie. Certes, un effondrement de la demande qui venait de la restauration, et puis compensé plus ou moins, mais ce n'est pas la même demande, donc il y a eu évidemment des difficultés pour certains producteurs, une croissance de la demande dans les épiceries. Et puis, je note aussi, je souligne qu'il y a aussi une croissance de la demande dans les banques alimentaires, mais encore une fois, ce n'est pas parce que les gens ne trouvaient pas leur alimentation, c'est plutôt parce que la Covid a entraîné des problèmes de revenus chez un certain nombre de personnes, soit parce qu'ils avaient des métiers pour lesquels ils ont perdu leurs revenus, enfin pour plein de raisons, mais encore une fois, ce n'est pas un problème d'approvisionnement alimentaire en termes quantitatifs, etc. C'est un problème de revenus. Il y a eu évidemment des transferts de certains produits vers d'autres, puisque il y avait des produits qui étaient vraiment conçus pour la restauration, par exemple. On a parlé beaucoup d'une inflation alimentaire. En fait, elle a été extrêmement temporaire. Et quand je regarde les chiffres sur les 11, parce que je n'ai pas regardé tout récemment, mais jusqu'ici, on avait les chiffres sur les 11 premiers mois de l'année 2020. Et en réalité, en fin de compte, il n'y avait pas d'inflation. Il y a eu une petite inflation au début, avril, mai, puis ça s'est très vite tassé. Donc, pas vraiment de hausse de prix alimentaire. Pas réellement d'obstacle non plus à la circulation des marchandises. Une des choses qui était appréhendée, c'est que des pays ferment leurs portes à l'exportation de céréales et donc que des pays aient des difficultés à trouver la nourriture dont ils avaient besoin. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Par contre, il y a eu des obstacles à la circulation des personnes. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis, on a quand même vu que dans certains domaines, la concentration, je prends l'exemple des abattoirs, il y en a eu d'autres, où la concentration de la transformation a révélé des fragilités parce que quand il y a eu des crises sanitaires dans ces installations extrêmement concentrées, ça a eu comme effet évidemment de tendre toute la chaîne qui fonctionne en flux tendu avec des problèmes. On a craint à un moment même de devoir euthanasier des porcs, ce qui n'a pas été le cas, mais les éleveurs ont vécu des situations extrêmement compliquées pendant quelques semaines. Donc, voilà au fond le bilan rapide qu'on peut tirer. Pas de conséquences notables finalement de problèmes. Il y a même des auteurs aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, je lisais un article d'un économiste qui dit finalement le système mondialisé a fait la preuve de son efficacité. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais il faut reconnaître que ça a fonctionné. Par contre, je trouve que ça ouvre des questions qui sont complexes, qui appellent à un diagnostic plus transversal de notre agriculture au regard de ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que ce qui n'a pas été ou moins été mentionné, mais que je reprends ici une citation du groupe rassemblé autour de M. De Schutter, l'ancien responsable des Nations Unies à l'alimentation. Il dit le Covid, parce qu'en France et en Belgique, ils utilisent le masculin, le Covid-19 est un signal d'alarme pour les systèmes alimentaires, un signal qu'il faut entendre. Et pourquoi ils disent ça? C'est surtout parce que ça révèle un certain nombre de dangers qui sont entraînés par la destruction des habitats, l'érosion de la biodiversité, etc., etc. Quand même, le rapport a été fait entre l'irruption de ce type de virus et l'affaiblissement général de la biodiversité. Et donc, ça pose effectivement des questions tout à fait légitimes sur la sécurité de nos approvisionnements alimentaires, mais pas forcément dans le sens que ça a été expliqué ou dit au Québec, tourné vraiment beaucoup sur, quelque part, l'auto-approvisionnement de la demande alimentaire québécoise par les producteurs québécois. Donc, la thèse que je vais défendre, c'est que la COVID, effectivement, elle offre l'occasion de réfléchir à un nouveau contrat social entre l'agriculture québécoise et la population québécoise, mais pas forcément dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que je vais un petit peu développer. Alors, d'abord, un petit tour d'horizon sur les définitions, parce que finalement, on a entendu parler beaucoup de choses. On a parlé d'autosuffisance, de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Donc, je rappelle rapidement la différence entre ces termes. L'autosuffisance alimentaire pour la FAO, c'est la satisfaction des besoins par la production nationale.
Donc, effectivement, c'est un taux d'autosuffisance. J'en présenterai tout à l'heure quelques-uns par rapport à divers produits qu'on cultive au Québec. La sécurité alimentaire, c'est l'accès. L'accès physique, économique à une nourriture saine, suffisante et nutritive, ça c'est la FAO. Mais donc, vous voyez, c'est l'accès qui est mis en avant. Et quand on met en avant l'accès, on s'entend que l'accès, il peut être national ou pas. On peut tout à fait se nourrir avec des produits importés. Donc, on peut avoir une sécurité alimentaire, même si on ne produit pas son alimentation. La souveraineté alimentaire, c'est encore autre chose. C'est le droit des peuples de définir leur propre système agricole et agroalimentaire. Là, je reprends la définition de la Via Campesina, mais qui avait été reprise par le Québec en 2015, quand le Québec avait 2013, pardon, quand le Québec avait lancé une politique de souveraineté alimentaire, ils avaient repris à peu près la même définition. Donc là, c'est le droit, au fond, de conduire des politiques agricoles et de considérer que l'alimentation n'est pas un secteur économique comme un autre. Et la Via Campesina, quand elle donne cette définition, elle ajoute quelque chose, elle dit, et en évitant de faire du dumping chez les autres, dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on a le droit de protéger son agriculture, mais pas pour faire du dumping en direction des autres pays. Donc, c'est quand même précis. Et puis, ça, c'est les trois termes, je dirais, qu'on trouve dans la littérature depuis longtemps, qui existent. Puis est arrivé un peu comme un ovni la question de l'autonomie alimentaire, puis c'est aujourd'hui elle qui fait un peu foi. Alors, pourquoi est-ce que c'est arrivé? D'une part, parce que l'UPA a lancé, à peu près au même moment où le Premier ministre disait il faut réfléchir à notre autosuffisance, a lancé un projet de dialogue avec la société québécoise autour de l'autonomie alimentaire du Québec. Eux, ils l'ont défini comme la capacité de subvenir aux besoins alimentaires d'une population locale, de maintenir la diversité de l'offre et de permettre un accès facile aux produits pour tous. Voilà, donc vous voyez, tout est un peu mélangé, la question de l'accès, la question de subvenir aux besoins et de garder la diversité de l'offre. Plus récemment, Annie Royer, d'ailleurs dans le même, le même contrat qu'on a fait pour le Cyrano, pour le MAPAC, elle a défini l'autonomie comme le fait de maintenir ou d'augmenter notre capacité à se nourrir localement, et ce, dans une logique de développement durable, afin que cette autonomie soit pérenne et qu'elle implique une reterritorialisation de l'alimentation. Donc, vous voyez, elle va beaucoup plus loin que l'UPA en disant que ça doit être durable, reterritorialisé, effectivement, se nourrir localement. En fait, l'autonomie, l'avantage, quelque part, c'est que finalement, c'est une définition un peu floue et comme souvent, quand la définition est floue, on risque de passer à côté de certaines questions qui dérangent. Est-ce qu'on continue à exporter, par exemple, dans une politique d'autonomie alimentaire? Quelle vision on développe à long terme? Voilà, donc ça, c'est le terme, je dirais, qui est le plus utilisé aujourd'hui, mais un peu comme développement durable, il est plus utilisé sans doute parce qu'il maintient un certain consensus en évitant de discuter ou de pouvoir discuter de choses qui risquent de plus diviser finalement les observateurs. Un deuxième point important qu'il faut rappeler aussi, c'est que le Québec et encore plus le Canada ont largement les ressources en terre pour nourrir leur population. Là, j'ai pris la moyenne canadienne, on verra tout à l'heure la moyenne au Québec, 1,21 hectares par habitant. Ça fait du Canada le troisième pays le plus riche en terre du monde, après l'Australie et le Kazakhstan. Donc, une immense réserve foncière, un pays qui est structurellement exportateur, un excédent commercial de 15 milliards de dollars. Et puis, pour ce qui est du Québec, on a 0,23 hectares de terres agricoles, ce qui est encore finalement largement supérieur à la moyenne mondiale qui est de 0,19. Et puis, vous voyez, si on prend le cas de la Chine, 0,09, on est très loin de ce qu'on a ici. Et donc, au Québec, on avait fait, une de mes étudiantes, Marie-Lou Desrobert, avait fait le calcul. On produit pratiquement 2 fois plus de calories que ce qu'on consomme, que ce que consomme notre population. Donc, on a une base foncière qui nous permet largement de nous nourrir. Puis même, je vais plus loin, on a presque un devoir d'exportation pour les pays qui, eux, n'auront pas la base foncière leur permettant de se nourrir. Si je regarde la situation canadienne, on avait fait une conférence avec un collègue, Guy de Bailleul, et vous voyez, on avait divisé un peu le Canada en 3 grandes zones. Voilà.
je ne veux pas qu'on rentre dans les détails des chiffres que je donne là, mais ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est l'immense place prise par les prairies, c'est-à-dire les 3 États du Manitoba, de l'Alberta, de la Saskatchewan, et qui disposent, eux, de 4,5 hectares par habitant. C'est-à-dire que c'est vraiment le grenier du monde pour ce qui est des céréales, légumineuses et puis viande bovine aussi. Voilà. Les fermes sont grandes, hein, elles font 350 hectares en moyenne. Ensuite, vous avez le Québec et l'Ontario. Donc là, vous voyez, on est à 0,23 hectares par habitant. Les fermes sont plus petites, 70 hectares cultivés en moyenne, et ça représente 41% des fermes canadiennes, c'est-à-dire pas loin autant que les prairies. C'est beaucoup plus diversifié, mais plus tourné sur les productions animales, le lait, le porc. Et puis, ça, c'est aussi une répartition quasiment historique et politique entre les prairies. Une fois qu'on a eu fait les trains qui permettaient d'amener les céréales vers les ports, etc., on a plus spécialisé les provinces de l'Est autour de l'élevage, notamment. Et puis, on a la Colombie-Britannique et les maritimes que j'ai mis ensemble. C'est un peu artificiel, mais c'est surtout pour souligner qu'on a, dans ces provinces-là, moins de terres par habitant. On est à 0,13 hectares par habitant. Des fermes aussi plus diversifiées, et puis encore plus petites, 40 hectares en moyenne. Mais tout ça pour dire qu'on a largement de quoi se nourrir au Canada. Si on regarde maintenant le Québec, ce qu'on fait de nos terres, eh bien, sert à nourrir des animaux pour l'essentiel. On a à peu près 1 million d'hectares qui sont dits labourables au Québec, 73% de la superficie en grains, donc de ces 1 million d'hectares, sont utilisés par du maïs et du soya. Et puis, 80% des grains produits autres sont utilisés aussi pour l'alimentation animale. Et puis, une partie de notre maïs va pour fabriquer de l'éthanol dans une usine pour nos voitures. Donc, on a au fond une grande partie, on a à peu près 2 millions d'hectares au Québec, 1 million sont en céréales, et ce million, il est presque à 80% destiné à nourrir des animaux. Le reste, vous le voyez sur le petit graphique, évidemment, il y a du foin, il y a des fruits et légumes, mais ça représente… Bon, le foin, c'est encore pour les animaux, et donc tout ce qui est fruits et légumes, c'est que 5% finalement de nos terres arables. Si on regarde les taux d'approvisionnement qu'on a pour divers légumes en pourcent, eh bien, on voit d'abord que finalement, on a pas mal de légumes pour lesquels on serait autonome au Québec. C'est-à-dire que les betteraves, les rutabagas, les choux, les pois verts, les oignons, les carottes, les haricots, on est au-dessus de 100%. Voilà. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que pour certains de ces produits, eh bien, ils ont un caractère saisonnier. On va les exporter à un moment de l'année, puis on va les réimporter ensuite lorsqu'on en manque. J'ai noté ici en rouge le blé pour l'alimentation humaine parce qu'on est très loin de l'autonomie en blé pour l'alimentation humaine. Vous avez compris qu'on cultive du maïs et du soya pour nourrir nos cochons, mais qu'on ne fait pas le blé pour notre pain. Celui-là, le blé pour notre pain, il vient des prairies canadiennes. On a aussi des filières qui sont résolument tournées vers l'exportation. Alors, il y en a comme le sirop d'érable, ça étonnera personne. On est à 1300% de taux d'approvisionnement sirop d'érable. On est à 500% sur la canneberge, 400% pour le porc, etc., etc. Le premier poste, c'est les cochons, 400% d'autosuffisance, et en milliards, c'est le premier poste. Il représente 1,6 milliard, donc soit 20% de nos exportations, 19% de nos exportations agroalimentaires. Qu'est-ce qu'on importe? On importe des boissons, des alcools, des fruits, des noix, du cacao, bon, un ensemble de choses que de toute façon, on aurait aussi des difficultés à produire. Certes, on importe aussi des choses que l'on pourrait éventuellement produire ici. Et puis, la balance commerciale du Québec, même si c'est un peu plus compliqué à calculer que pour le Canada, elle est excédentaire d'1,16 milliard. Donc, quand je disais on n'a pas vraiment une agriculture pensée pour approvisionner d'abord nos besoins, vous comprenez qu'on importe, on exporte et on produit beaucoup pour des animaux qui sont en partie consommés chez nous, mais en partie aussi sortis du territoire, notamment les cochons, puisque vous comprenez qu'on en produit 4 fois plus que ce qu'on en consomme au Québec. Il n'y a qu'une petite fraction de notre offre alimentaire qui vient des fermes de proximité, parce qu'on a beaucoup parlé des fermes de proximité. Donc, quand on essaie de savoir ce que représente ce système alimentaire local artisanal,
On arrive à entre 2 et 2,5% de la production agricole de la province. Le commerce alimentaire, il reste dominé par les grands joueurs qu'on connaît. Ils sont trois, hein, Loblaw, Provigo, Metro et Sobeys. Et puis, ils sont concurrencés de plus en plus, pas tellement par les circuits courts et l'offre alimentaire de proximité, mais par le développement de l'offre alimentaire dans des magasins non alimentaires traditionnellement comme Costco ou Walmart. Et puis, avec la Covid, Amazon qui a pris une place tout à fait conséquente aussi, qui a développé beaucoup ses ventes, y compris dans le domaine alimentaire. Ensuite, quand on se pose la question de l'autonomie ou de l'autosuffisance, c'est aussi une question de ressources pour produire. Parce qu'on dit, il nous manque des concombres, il nous manque des tomates, très bien. Où on en est pour ce qui est des ressources pour produire. La terre, on a une terre qui est abondante, je l'ai montré tout à l'heure, qui est très bien protégée sur le plan quantitatif, enfin très bien protégée sur le plan quantitatif par la loi de protection du territoire et des activités agricoles. Mais par contre, j'ai mis une petite photo de la terre qui fiche le camp dans les ruisseaux par l'érosion. Elle est mal protégée qualitativement. La loi la protège mal sur le plan qualitatif. Il y a des normes de bande riveraine ou d'un certain nombre de choses qui contribueraient à protéger la terre sur le plan qualitatif, mais malheureusement, elles ne sont pas bien respectées pour le moment. Le travail, au Canada, on importe 55 000 travailleurs temporaires qui sous statut spécial. Il faut toujours rappeler ça aussi. On importe des travailleurs finalement, et ces travailleurs, ils sont contraints finalement par des statuts qui sont tout à fait particuliers de statut de travailleurs temporaires. Notamment, ils n'ont pas le droit de changer d'employeur s'ils sont insatisfaits de leur employeur. Et donc, ça pose diverses questions relatives aussi au droit du travail. Des intrants, on importe les intrants. On a les plus grandes réserves de potasse au monde au Canada, mais sinon, le déficit global pour les engrais et pesticides se situe à 2,6 milliards de dollars. Et puis la machinerie, là aussi un déficit commercial de 2,6 milliards de dollars. Donc vous voyez, si on parle d'autonomie, d'autosuffisance, la question qu'on peut quand même se poser, c'est, posons-nous aussi la question des ressources pour produire. On a vu l'été dernier le problème que ça a posé dans les fermes légumières d'avoir des difficultés à faire venir les travailleurs temporaires pour faire les récoltes. Il y a eu des récoltes non récoltées, finalement, des produits qui ont été laissés au champ. Il y a aussi des agriculteurs qui ont moins mis en culture parce qu'ils appréhendaient de ne pas avoir la main-d'œuvre nécessaire. Donc, ce sont quand même des questions importantes aussi à regarder. Donc, mon point de vue à la sortie de tout ça, c'est de dire l'autosuffisance alimentaire du Québec n'est sans doute pas ni un objectif souhaitable, ni un objectif réaliste. D'abord, nos frontières sont canadiennes et non provinciales, et je viens de montrer que finalement, ce n'était pas nous qui étions en danger à un moment donné par rapport à notre alimentation. Au contraire, avec l'immense puissance agricole des prairies, on est plutôt exportateur, on le sera encore. Et encore une fois, si on se pose la question d'un point de vue moral, par rapport à des pays qui n'ont pas la même base foncière que nous, il semble logique qu'ils puissent acheter les céréales dont ils ont besoin. Donc, l'autre point que je notais, pourquoi focaliser notre dépendance à l'importation sur certains produits et puis pas sur celles concernant les travailleurs, les machines ou les produits phytosanitaires, parce que je vous ai montré que là, on était déficitaire aussi. Les autres points suivants, c'est le fait qu'on consacre plus de 80% de nos surfaces céréalières à des productions destinées à l'alimentation animale. L'autre question qu'on peut se poser aussi, puis là j'ai mis exprès une de journal, je ne sais plus lequel, je crois que c'était le Devoir, où on regarde, on voit bien que c'est aussi la géopolitique qui dirige un peu nos importations-exportations. Nos relations sont compliquées avec la Chine. Or, une partie du porc au Québec est produit pour le marché chinois. Et donc, c'est aussi un moyen de pression finalement dont disposent nos acheteurs. Quand on est dépendant de nos exportations, ça pose finalement des problèmes, pas les mêmes, mais des problèmes aussi, autant qu'une dépendance à l'importation. Le troisième point, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais on va y revenir tout à l'heure avec la transition agroécologique, c'est que sur les marchés de masse, quand on vise des marchés de masse et quand on fait du cochon, finalement, on vise la compétitivité à l'échelle mondiale,
ça dépend beaucoup des coûts du capital, du travail et des ressources naturelles. Mais les ressources naturelles étant par définition mal prises en compte par le calcul économique, ça aboutit à de l'intensification, la concentration, la spécialisation, puis même la financiarisation des fermes. Et tout ça, ça a engagé les agriculteurs dans une course continue qui a de graves conséquences sociales. On a beaucoup parlé de la détresse des agriculteurs, spécifiquement de cette population-là, et puis des conséquences environnementales désastreuses, d'érosion, de phytosanitaires, etc., etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui sont liés aussi à nos modes de production. Voilà. Et donc, la question que je posais là dans le document dont je vous ai parlé au début, c'était de dire, est-ce que ce n'est pas l'occasion, la Covid, de réfléchir à une transition vers des systèmes qui soient plus économes et plus autonomes, sans viser l'autosuffisance pour l'autosuffisance, mais en réfléchissant plutôt à comment on pourrait améliorer tous les petits points que j'ai montrés. Et donc là, je m'excuse, je vais faire rapidement un tout petit peu de théorie. Je me suis appuyé sur la théorie des transitions que beaucoup d'auteurs ont utilisée aussi dans le domaine agricole. Et donc, dans cette théorie, il y a 3 espaces qui sont pensés, le paysage sociotechnique, le régime sociotechnique et les niches. Alors, le paysage, c'est le contexte général, le contexte sociopolitique, économique, démographique, qui structure un peu la façon dont une activité se déploie dans l'économie et dans l'espace. Donc, le contexte, il peut être très macro, ça peut être les tensions géopolitiques à un endroit, ça peut être aussi un gouvernement, à un moment donné, qui détermine de grandes politiques, des grandes visions qui vont, encore une fois, déterminer, si on décide d'adhérer, par exemple, à un principe de taxation du carbone, ça va rejaillir sur l'ensemble des secteurs économiques. Donc ça, c'est le paysage. Ensuite, on a ce qu'on appelle le régime sociotechnique. Le régime, c'est un ensemble d'acteurs, d'institutions, formelles ou informelles, c'est-à-dire de règles, mais aussi de lois, de choses qui sont tout à fait formalisées, qui sont en vigueur dans un secteur donné. Et donc, ce qu'on insiste beaucoup, il y a aussi le terme de paradigme qui est utilisé un peu pour qualifier ça, c'est l'idée que le régime sociotechnique soit quelque chose de cohérent. Il forme un tout cohérent. La science, les consommateurs, les industries, la façon de penser la production, la culture, les technologies qui sont mises à disposition et les politiques accompagnent finalement. Tout ça va dans une même direction. Et de fait qu'il y a cette cohérence, que le régime est approvisionné par les différents acteurs qui le composent, mais que tout le monde tire dans le même sens. Le consommateur veut des produits pas chers, qui durent longtemps dans son frigo, la distribution s'organise pour industrialiser les processus, les politiques soutiennent les productions de masse, la science fait des découvertes pour pouvoir prolonger encore le temps de vie des aliments, etc., etc. Donc, vous voyez, tout tire dans le même sens, ce qui fait que ce régime, il est quand même aussi verrouillé par un ensemble de mécanismes qui l'auto-renforcent. On va voir tout à l'heure des exemples. Et puis, il y a les niches. Les niches sont des espaces d'innovation qui se développent à l'extérieur du régime. Si je prends un exemple agricole qui vous parlera sans doute, aujourd'hui au Québec, il y a des fermes qui développent des projets sur du maraîchage à toute petite échelle avec une technique qui s'appelle la permaculture et qui est extrêmement intensive à toute petite échelle, mais qui repose beaucoup sur du travail manuel. Donc, voilà une innovation de niche. La permaculture est une innovation de niche. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le modèle de la transition? C'est que la question qui se pose, c'est comment on fait bouger le régime? Parce que vous avez compris que le régime est dominant, et donc il faut réfléchir à la façon dont le régime peut changer. Et donc, le régime peut être influencé par les 2 autres dimensions que j'ai évoquées, à savoir le paysage sociotechnique. On a un contexte qui peut influencer, et puis par les niches qui elles-mêmes peuvent remuer, bousculer le régime. Et donc, les niches sont dans de petits réseaux, et le paysage peut apporter des changements. Et qu'est-ce qui va se passer petit à petit? Eh bien, dans la théorie des transitions, on pense qu'à un moment donné, les niches, elles se diffusent, elles apportent de réelles innovations, et puis elles finissent par
intégrer le régime, donc quelque part à le déverrouiller. Alors soit tout simplement en le remplaçant, il y a disparition du régime ancien et remplaçant d'un régime par un autre, plus fréquemment par une hybridation, c'est-à-dire que le régime se transforme doucement sous la pression des niches, mais aussi accompagné, encore une fois, par un contexte sociopolitique, économique et démographique qui lui aussi donne des impulsions. Voilà. Il y a beaucoup de niches qui disparaissent, je ne rentre pas dans les détails de toute la théorie, c'est-à-dire que ça prend des conditions pour que les niches se multiplient, s'organisent, se standardisent et intègrent le régime, c'est-à-dire qu'elles deviennent suffisamment fortes pour qu'elles puissent le faire bouger. Eh bien, il faut à un moment donné qu'elles s'y confrontent. Il y a aussi des niches qui se développent à côté puis qui ne s'y confronteront jamais. Et je reprends l'exemple de la permaculture. On voit bien que la permaculture est extraordinairement efficace pour produire des légumes sur des toutes petites surfaces en s'appuyant beaucoup sur du travail humain et du travail écologique, on va dire. Mais on voit bien que ça paraît compliqué aujourd'hui de transposer la permaculture dans des fermes qui font 1500 hectares de céréales. Donc, la permaculture se développe dans un espace qui est à côté du régime, mais pour l'influencer, il faudra sans doute qu'il y ait d'autres choses qui se produisent. Voilà. Et donc, le régime absorbe les niches, se transforme, soit par hybridation, soit par un nouveau régime. Et donc, c'est là que la transition, entre guillemets, se fait. Donc ça, c'est un peu le modèle théorique sur lequel on peut s'appuyer. Donc, si on s'appuie sur ce modèle théorique, les questions qu'on doit se poser, c'est quels sont les verrouillages, pour commencer, puis comment on va pouvoir les lever. Alors, les verrouillages, ils sont nombreux dans notre système alimentaire. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, on a un système de distribution de masse. Et ce système de distribution de masse a des contraintes logistiques. On l'accuse de tous les maux, souvent, le système de distribution. Il prend trop de valeur ajoutée, ce sont des intermédiaires inutiles, etc., etc. Moi, je pense que ce n'est pas du tout vrai. En réalité, c'est un métier en soi. Et c'est un métier qui s'est extraordinairement spécialisé et qui a énormément augmenté sa productivité. Et donc, pour ce faire, ça a créé un certain nombre de contraintes logistiques. Si vous interrogez un directeur de supermarché, Provigo ou IGA, peu importe, il va vous dire, mais amenez-moi des produits locaux, je serais très content d'en mettre en rayon. Et en plus, ma chaîne me laisse 10-15% d'autonomie sur mes achats. Amenez-en moi. OK, mais il faut quoi? Puis là, il va dire, il faudrait que les produits soient emballés comme ci, comme ça, qu'il y ait un code barre comme ci, comme ça. Voilà. Parce que pour le système qu'ils ont en place, il y a des tas de contraintes. Voilà. Et qui font qu'en fait, ces contraintes, elles ne rencontrent pas la capacité d'offre des petits producteurs. Et le jour où il va se tourner vers un local, il va retomber finalement sur certainement un gros acteur spécialisé, parce que ça va lui rendre les choses beaucoup plus aisées. On a donc cette division du travail entre acteurs spécialisés, qui est effectivement un verrouillage important. On a un ministère qui est dédié à la compétitivité sectorielle. On a aussi des représentations, ça c'est très important, une identité professionnelle tournée vers les améliorations de la productivité, le progrès, les innovations technologiques. Les agriculteurs aujourd'hui, quand même, souvent, ils sont présentés comme des victimes du système. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Les agriculteurs, ils ont été partie prenante du système. Et les penser comme juste des victimes d'un système qui les tient, qui les oppresse, etc., c'est leur dénier aussi le fait qu'ils ont fait des choix. Et donc, je pense que c'est faux. Une grande partie des agriculteurs, ils sont contents de la façon dont les choses se passent, ils s'y retrouvent, ils pensent que le progrès va vers plus de productivité, plus de mécanique, plus de machinistes. Il y a une fascination très forte pour les innovations technologiques qui font que arriver avec des innovations comme la permaculture, qui paraît être un peu un recul en arrière par rapport à des savoirs récents, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à faire rentrer. Il y a comme ça des choses qui n'arrivent pas difficilement à pénétrer le milieu professionnel. Beaucoup d'inertie et de dépendance au sentier dans les grandes filières. Alors, je vais revenir à la filière porc. Cette filière, elle a été structurée pour devenir une filière exportatrice par des décisions politiques qui ont été prises à la fin des années 90. Et puis, aujourd'hui, elle est organisée comme ça. Il y a des grands abattoirs, il y a des éleveurs qui en dépendent. Il y a toute une politique publique qui accompagne ça. Et puis, ce n'est pas vrai qu'on va faire tourner ça d'un coup de baguette magique, même si on peut, à côté de ça, déplorer que les choix aient été faits comme ça, mais c'est la réalité devant laquelle on est.
La consommation, quand on fait les enquêtes consommateurs, elle reste d'abord orientée par les prix, la praticité et la diversité en toute saison. Donc là aussi, on a beau dire il faut changer ça, mais oui, mais les consommateurs sont aussi là et c'est ce vers quoi ils tendent, c'est ce vers quoi ils tirent, puis les supermarchés leur répondent, etc., etc. Et puis, on a une qualité, une image de la qualité des produits très fonctionnels. Les produits sont homogènes, standardisés, normalisés. La priorité qui est donnée à la sécurité sanitaire aussi, non pas au goût, non pas je ne sais pas à quoi. Et puis, l'importance des produits transformés dans le régime alimentaire est encore très forte. On parle toujours, on voit toujours les produits bruts quand on raisonne autosuffisance alimentaire, mais si vous vous promenez dans un rayon de supermarché, vous voyez autre chose que des produits bruts. Hein, on voit énormément de produits extrêmement transformés. Donc, beaucoup de verrouillages qui font que le système, le régime sociotechnique que j'ai expliqué, que j'ai montré tout à l'heure, il reste finalement très solide, encore une fois, auto-référencé par ses succès. Alors, comment est-ce qu'on peut déverrouiller? Puis c'est là-dessus que je vais terminer. D'abord, il faudrait, je pense, que les messages de l'État soient plus clairs sur les trajectoires souhaitées. Pourquoi je dis message de l'État plus clair? Parce que souvent, l'État ménage au fond la diversité des revendications. Et donc, on va à la fois dire que c'est une grande fierté d'avoir des secteurs exportateurs, puis à la fois dire qu'il faut limiter les importations et faire plus de production québécoise. On va à la fois expliquer qu'il faut améliorer les pratiques agricoles pour qu'il y ait moins d'érosion et subventionner le drainage, dont on sait qu'il aboutit immanquablement à faire plus de maïs et donc plus d'érosion, puisque le maïs est une plante, malheureusement, qui laisse le sol en grande partie à nu l'hiver, etc. Bon. Donc, il y a une question de message. Ensuite, je pense que ça serait intéressant de faire une analyse critique des actuels programmes de soutien au secteur, à qui ça profite, par rapport à cette vision toujours, qu'est-ce qu'on peut éventuellement changer, puisqu'on sait bien que les programmes de politique agricole donnent des impulsions au système et qu'un changement dans les programmes de soutien peut donner des orientations qui petit à petit entraînent des changements. Ensuite, je souligne que c'est important d'ouvrir la politique de soutien à l'innovation. Là, vous avez compris, je pense aux niches. Les niches, on a compris dans le modèle de la transition qu'elles sont susceptibles de bousculer le système en étant innovantes, en apportant des choses, mais elles se développent à l'extérieur. Voilà. Mais pour qu'elles puissent se développer, elles ont besoin d'un espace qui leur soit accueillant et favorable. Or, quand on regarde la politique de soutien à l'innovation dans les ministères du Québec, de plus en plus, on va se tourner vers des partenariats publics-privés, par exemple. Ça, quand vous exigez pour un chercheur comme moi d'avoir un partenaire privé quand je dépose un projet de recherche, vous comprenez que ce n'est pas au niveau des petites fermes qui font de la permaculture que je vais facilement le trouver. Hein. Donc, ça renforce les grands joueurs qui peuvent s'associer aux laboratoires de recherche publics, des universités, etc. Ensuite, on a souvent trop aussi une innovation qui est pensée pour la productivité et la compétitivité. Donc, tout ça bloque quand même aussi les petits joueurs. Et puis, ça amène aussi à se poser la question du soutien qui est apporté aux niches qui sont promoteuses. Il y a des soutiens aujourd'hui. Je ne peux pas nier qu'il y a des programmes du ministère de l'Agriculture qui aident et qui essayent d'accompagner ça. Mais sans doute, et je reviens au point plus haut, il faut faire l'analyse critique. Sans doute que c'est encore relativement marginal par rapport au grand soutien que reçoivent les filières traditionnelles et qui font finalement qu'on continue et on augmente encore d'année en année la monoculture maïs-soya sur nos terres agricoles. Et puis, malheureusement, l'année prochaine va être encore pire que les autres années de ce point de vue-là, si on dit que c'est pire, puisque le prix du maïs a atteint aujourd'hui des sommets inégalés, qui fait que même les quelques agriculteurs qui voulaient se diversifier, qui s'étaient lancés dans du blé panifiable et tout, on risque de perdre un certain nombre de joueurs qui vont passer à autre chose, qui vont revenir au maïs, malheureusement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Patrick Mundler, pour cette présentation.
Vous ne l'avez pas vu et c'est heureux parce que vous auriez été déconcentré dans toute votre présentation, mais plein de gens ont réagi dans la boîte Dans le chat. de chat. Ben oui, et c'est fort.